Donc notre intention dans ce cycle, dans la mesure où nous nous trouvons effectivement à la Cité des Sciences, c'est de montrer au fil des séances comment l'archéologie est une science, à la fois parce qu'évidemment elle recourt aux méthodes, aux données et aux résultats d'autres sciences comme la géologie, la biologie, la physique, etc. J'en prendrai quelques exemples un peu plus tard, concernant l'analyse des matériaux, les méthodes de datation, etc. Mais aussi parce que elle a ses propres raisonnements, j'y reviendrai en conclusion, elle a ses propres raisonnements en tant que discipline scientifique. Parce que ce qui définit une science, c'est pas l'instrumentation, puisqu'on peut faire aussi des horoscopes avec des ordinateurs. C'est pas ça qui garantit la scientificité du résultat. C'est pas non plus parce que la science serait vraie en soi, puisque la notion de vérité relève de la philosophie, de la métaphysique ou de la religion, mais une science en tant que telle ne prétend pas à la vérité. Elle peut au moins démontrer que certaines choses sont fausses. Et c'est pas non plus parce que la science serait plus efficace, puisqu'il y a des tas de choses qui sont efficaces sans être scientifiques, comme la poésie, la musique, l'amour, les placebos, qui sont efficaces à 30%. Donc ce n'est aucune de ces raisons qui peut définir un champ du savoir comme une science, et l'archéologie notamment, mais c'est le fait d'employer une méthode dans laquelle est inclus le mécanisme de la preuve et de la vérification. Et j'essaierai de vous en donner un peu plus tard quelques exemples. Pardon. Donc ça, c'est l'image qu'on a souvent de l'archéologie, Indiana Jones, quelqu'un qui cherche des trésors. Et quand on a envie de devenir archéologue quand on est enfant, ce qui était d'ailleurs mon cas, on le fait non au nom de la vérité scientifique, mais simplement plutôt dans l'idée de redécouvrir ce qui était caché. Et effectivement, c'est cette notion de trésor qui, en général, apporte la plus forte impression, la plus forte force de l'archéologie. Là, je prends l'exemple d'un trésor de pièces d'or et d'argent gaulois qui a été trouvé il y a quelques semaines à Laniscat, près de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor, et dont effectivement toute la presse a parlé, qui a fait les 20 heures des 3 chaînes de télévision, alors que nous faisons à peu près 200 à 300 fouilles chaque année voilà, à l'INRAP, que 20 ou 30 sont en général médiatisées, mais sans commune mesure probablement avec ce trésor. J'y reviendrai un peu plus tard pour montrer que heureusement ce n'est pas qu'un trésor, où, comme un peu plus anciennement, en cours d'année, on a trouvé des mosaïques très belles à Nîmes, mais dont on a aussi beaucoup parlé parce qu'elles avaient cet aspect également de trésor. Pour le dire autrement, ce que vous avez en face de vous, c'est le musée du Louvre. Dans le musée du Louvre, il n'y a pratiquement aucun objet qui vienne du sol métropolitain. Ce sont des objets qui viennent pour l'essentiel de la Grèce, de Rome ou du Proche-Orient, de l'Égypte. Pourtant, ce que vous avez sous les yeux, c'est la fouille qui a eu lieu au premier plan. Là, c'est la fouille qui a eu lieu dans les années 80, au moment où on a remis le Louvre en état, et on se trouve à peu près au premier plan dans ce qui va devenir la pyramide en verre du Louvre. Et pourtant, cette fouille, qui a été l'une des premières grandes fouilles urbaines en France, puisque il y a eu beaucoup de destruction pendant des années avant qu'on commence à faire de l'archéologie dite préventive en France,
cette fouille est pratiquement inexistante à l'intérieur du musée du Louvre. Ces résultats n'ont pas été exploités jusqu'au bout, et ces résultats qui sont importants puisque c'est 3 à 4 siècles de l'histoire de Paris avec l'atelier de Bernard Palissy et toute la vie quotidienne de ce quartier, ça n'a laissé pratiquement aucune trace dans la muséographie du Grand Louvre. Ce qui pose 2 questions. D'une part, le problème de la muséographie archéologique, j'y reviendrai tout à la fin, qui est en général très compassée, très tournée vers les beaux objets, ça ne nous éloigne pas des trésors, et qui par ailleurs est justement orientée vers Rome, la Grèce et l'Égypte. Donc je l'illustre, quand l'archéologie commence à apparaître, elle commence à apparaître uniquement à la Renaissance. Toutes les sociétés humaines s'intéressent à des aspects matériels de leur passé, qui soient réels ou imaginaires. Chez les populations traditionnelles, très souvent, au cours des initiations, vont être révélés aux initiés des objets très particuliers, complètement secrets, mais qui sont des objets matériels et qui témoignent donc, qui vont témoigner du mythe. Donc il y a toujours cet aspect matériel. Toutes les religions ont besoin aussi de s'asseoir sur la matérialité. Prendre par exemple le culte des reliques dans le christianisme et dans également beaucoup d'autres religions. Mais justement, tant qu'on a été au Moyen-Âge, sans revenir sur les périodes plus anciennes où effectivement on peut aussi voir de l'archéologie, sous ce rapport au mythe, tant qu'on est au Moyen-Âge, le passé est décrit par la Bible et on s'en satisfait. Avec la Renaissance, c'est effectivement toute la redécouverte du passé gréco-romain, dans l'enthousiasme, redécouverte des textes, mais aussi redécouverte des objets proprement dits. Et beaucoup de ces objets sont hors du sol, comme le Parthénon. Rome est plein de vestiges encore anciens, en plus ou moins bon état, mais ces vestiges ont servi de carrière de pierre, et ces vestiges ne sont plus vus, ne sont plus regardés jusqu'à la Renaissance, où on en reprend conscience. Alors, en s'intéressant là je vais un peu plus loin dans l'espace pour rappeler ce qui passait pour de la vraie archéologie, et qui le passe toujours d'ailleurs, quand les revues de vulgarisation en archéologie font un numéro sur l'Égypte, elles doublent ou elles triplent leur tirage, mais on va se focaliser essentiellement d'abord sur le passé gréco-romain. Ce groupe-là, dont la tête est malencontreusement coupée, s'appelle Laocoon. C'est un prêtre de la ville de Troie et ses 2 fils qui ont voulu dissuader les Troyens de faire entrer le cheval de Troie, et Apollon envoie 2 serpents pour les tuer, et les Troyens effrayés acceptent de faire rentrer pour leur malheur le cheval de Troie. La découverte de ce groupe en marbre près de Rome, dans un vignoble, en 1506, va vraiment fonder l'archéologie également souterraine, si l'on peut dire, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus seulement des monuments qu'on voit, mais également de ce qu'on va trouver dans le sol. Et la papauté en particulier va commencer à construire, à recueillir ces objets, notamment ce qui est devenu le musée du Vatican, et tous les nobles ou les riches romains, italiens et bientôt français, allemands, anglais vont constituer ce qu'on appellera d'abord des cabinets de curiosités identiques, qui vont être le début des musées, à la fois musée archéologique, mais aussi musée ethnologique, musée des sciences de la Terre également, puisque on va trouver on recueille également des curiosités géologiques, botaniques, zoologiques, et c'est à partir de tous ces fonds qu'on va commencer à les classer et à fonder réellement des sciences.
première vraiment fouille planifiée, c'est le XVIIIe siècle avec Pompéi ici, résultant d'une volonté de l'État, c'est-à-dire financée par les rois de Naples. Pompéi et Herculanum sont découverts un peu par hasard, par des travaux des champs, mais ensuite des fouilles systématiques vont être mises en œuvre. Donc vont coexister à partir de ce moment-là, à la fois des fouilles dites de sauvetage, on trouve par hasard, comme l'exemple du Laocoon, mais aussi des fouilles systématiques, comme celle de Pompéi. Et cette différence, ces deux modes d'approcher le sous-sol, vont durer jusqu'à nos jours. Avec le XIXe siècle, le territoire contrôlé par les Européens va s'étendre peu à peu. D'abord le Proche-Orient, puis l'ensemble du monde, et vont apparaître, ici on est à Nimroud, vont apparaître les premières fouilles également systématiques des antiquités mésopotamienne, et les Européens vont fonder des instituts archéologiques un peu partout dans le monde. En Grèce, à partir du milieu du XIXe siècle, en Égypte, en Mésopotamie, en Amérique du Sud, en Inde, etc., etc. Et l'archéologie va donc être partie prenante de la prise de possession du monde par les Européens. En même temps qu'il y a cette prise de possession de l'espace, il va y avoir aussi une prise de possession du temps. Ici, vous avez Boucher de Crèvecoeur de Perthes, qui était douanier à Abbeville et qui est considéré comme le père de la préhistoire, dans la mesure où il arpentait les carrières de gravier. Boucher de Perthes est à droite et un ouvrier à gauche. À l'époque, on travaillait en brouette. Maintenant, ce sont des normes excavatrices, et on va trouver des bifaces, des outils en silex très anciens à la base des couches géologiques associées à des animaux disparus. L'Académie va longtemps être très réticente, considérant Boucher de Perthes un peu comme un amateur et comme ayant trop d'imagination, mais des géologues anglais viendront prouver la véracité de ces trouvailles et montrer que effectivement ces fameux bifaces datent bien de plusieurs centaines de milliers d'années. Donc ça veut dire que la lecture littérale de la Bible, pour laquelle on risquait, si on la contestait, on risquait l'excommunication jusqu'à la fin du XIXe siècle, la lecture littérale de la Bible est de moins en moins tenable. Il va falloir soit y renoncer complètement, soit considérer qu'une grande partie de ce qui est écrit relève plus du symbolique. Peu de temps, en même temps d'ailleurs, en 1856, on découvre l'homme de Néandertal dans la grotte du même nom, près de Düsseldorf. Ça, c'est le néandertalien reconstitué, dont on admet maintenant que les capacités psychomotrices sont extrêmement proches de l'homme moderne, et dont la capacité de langage était certaine. Et on trouve à la fin du XIXe siècle, on commence à remonter dans le temps, ici le crâne du pithécanthrope de Java et la reconstitution qui en est proposée. Et qui va faire peu à peu reculer. C'est quasiment maintenant d'une année sur l'autre. Les premiers australopithèques vont être découverts en 1920, dans les années 1920. Célèbre Lucie dans les années 60-70. Toumaï il y a 4-5 ans. Et donc maintenant, l'humanité est fixée, le début de la séparation avec les grands singes est fixé quelque part vers 10 millions, 8 millions d'années avant notre ère. Donc c'est tout un temps nouveau qui s'ouvre pour les archéologues et pour l'ensemble des êtres humains, et qui transforme évidemment radicalement le paysage, mais qui en même temps n'est possible qu'avec le développement de méthodes
également rigoureuse. Alors je ne veux pas comparer Vercingétorix au Pithecanthrope, mais dire que en même temps que se met en place l'archéologie comme science, se met en place l'archéologie comme partie prenante de la construction des identités nationales au XIXe siècle. Cette idée de nation est quelque chose de très récent, jusqu'à la Révolution française pratiquement, au moins jusqu'au siècle des Lumières. Il y a des rois qui sont de droit divin, qui règnent sur un certain nombre de sujets, qui peuvent parler d'ailleurs des langues très diverses, et qui vont agrandir ou rétrécir leur royaume, empire ou duché en fonction des guerres ou des alliances, voire quelquefois même des achats. Comme la Corse par exemple pour la France ou la Louisiane pour les États-Unis. Et avec les Lumières et la Révolution, on passe à l'idée que effectivement, on n'a plus affaire à des sujets, mais à une communauté de citoyens qui sont unis par un même destin, voire dans certaines dérives appartenant à une même race. Et cette nation, donc, chaque nation est un être biologique qui va remonter à la nuit des temps. Alors, cette idée nationale se fabrique de façon diverse suivant les pays. En Allemagne, qui est éclatée entre deux empires et d'innombrables royaumes et duchés, c'est la langue qui fait le ciment de qu'est-ce qu'être allemand. Et donc, l'archéologie va jouer un rôle aussi pour expliquer que les Allemands sont le descendant des Germains et on va rechercher les territoires occupés par les Germains. Au moment de la négociation du traité de Versailles, les archéologues allemands vont entrer en lice pour essayer justement de prouver la germanité de certaines parties de l'Empire. En France, c'est différent parce que la France existe en tant que territoire depuis longtemps, pratiquement un millénaire, avec des accroissements réguliers. Le français lui-même est une langue noble, standardisée, qui sert de langue de communication pour toutes les élites de l'Europe, qui est parlée à la cour de Prusse ou à la cour de Russie. La France est aussi l'aînée de l'Église, donc il n'y a pas de ce problème de reconnaissance. Donc le passé des élites françaises, ça c'est pour l'essentiel, comme je disais en introduction, la Grèce, Rome et l'Orient. Descendre des Gaulois est quelque chose de difficile parce que ça veut dire que vos ancêtres sont des vaincus et qu'ils ont même perdu leur culture et leur langue. Donc c'est très compliqué de descendre de vaincus. Donc il y a un accord général pour dire que d'accord, il y avait des Gaulois, mais qu'ils ont été immédiatement civilisés, qui se transforment en gallo-romains, que le français descend du latin et que on a nos vraies sources. Donc la France fonde en 1846 un des plus vieux instituts archéologiques du monde à Athènes, mais l'institut dont je m'occupe, l'INRAP, sera fondé en 2002 pour veiller, l'institut qui est chargé de par la loi, de veiller à la préservation de ce qu'on trouve dans le sol français. Et on ne s'occupera des Gaulois souvent que dans des périodes un peu compliquées. Là, avec Napoléon III, qui va faire fouiller Alésia, faire fouiller Alésia. Ensuite, la Troisième République, après la défaite, mais justement, c'est là que Vercingétorix devient un héros un peu christique. Il a d'ailleurs souvent, il est présenté un peu comme cela. Il va se sacrifier pour sauver son peuple. Il a souvent un visage assez proche, d'ailleurs, des représentations du Christ à l'époque. C'est pas le cas pour cette statue, parce que là, le sculpteur Bartholdi lui a donné les traits de Napoléon III, ce qui était un peu prémonitoire, mais on va avoir cette représentation donc sous la Troisième République des Gaulois qui ont été vaincus mais qui néanmoins résistent, etc. Mais avec une vision quand même un peu primitive des primitivistes des Gaulois. Et puis ça sera repris sous Vichy par Pétain, avec ce mythe des Gaulois indisciplinés qui ont perdu, mais que finalement de la défaite va naître un ordre nouveau sous Vercingétorix avec la Gaule romaine et sous
Pétain avec le nouvel ordre allemand. Et les Gaulois, néanmoins, auront du mal à s'imposer. On parle de gauloiserie. Astérix, c'est une sorte de mythe consolateur, mais que personne ne prend vraiment au sérieux. Et les Gaulois sont souvent revendiqués, encore aujourd'hui en France, par l'extrême droite. Et les mouvements celtisans, d'une celticité d'ailleurs, qui revendique une celticité tout à fait imaginaire, sont également souvent dans cette mouvance. Alors pourquoi je parle de ça, c'est pas du tout pour m'éloigner de la science, mais c'est pour évoquer justement quelles peuvent être les dérives non scientifiques qui peuvent atteindre l'archéologie et où les archéologues peuvent se trouver pris en otage. C'est évidemment pas le cas en France, je veux dire, ça ne fait pas de mort, mais ça en a fait dans les Balkans au nom de l'archéologie, ça en a fait en Inde, ça en fait au Proche-Orient et dans un certain nombre de régions du monde. Alors le propos de Napoléon III n'était d'ailleurs pas, était effectivement d'exalter cette gallicité de la France, mais les fouilles qu'il a menées autour de l'oppidum d'Alésia, qui ont permis de retrouver les camps, les systèmes d'assiègement de César, eux sont menés de façon tout à fait rigoureuse, et on va découvrir toute une série d'objets. Ces objets que vous avez sous les yeux datant plutôt de l'Alésia romain, puisque Alésia ensuite va continuer de vivre sa vie après la défaite. Donc, ceci pour rappeler que effectivement l'archéologie va, en tant qu'elle va être partie prenante de la fondation des identités, peut être soumise à certaines dérives, et que ces dérives existent d'ailleurs jusqu'à nos jours, même si elles ont été un peu moins marquées en France, justement, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y avait moins d'enjeux et que c'était pas le vrai passé dont on souhaitait se revendiquer. Alors, ce qui se met progressivement en place, ces méthodes de fouille, ici la méthode stratigraphique, on met en évidence que plus une couche est basse, plus elle contient des objets anciens, ce qui n'avait pas été reconnu tout de suite, quand Heinrich Schliemann en 1870 va fouiller la ville de Troie en Turquie. Il pense trouver une ville et il en trouve en fait 7 superposés. Il est un de ceux qui va participer justement de la reconnaissance de ce qu'on appelle dans le jargon archéologique la stratigraphie, c'est-à-dire l'étude des strates superposées qui donnent le temps. Vont se mettre en place aussi grâce notamment à l'archéologue anglais Wheeler, des méthodes de fouille qui permettent de retrouver la stratigraphie, où on va faire ces carrés systématiques que vous avez sur cette photo. Cette photo est très récente, c'est une fouille finnoise l'été dernier, mais pour montrer que ces techniques continuent à être pratiquées et qu'elles sont la garantie justement de la rigueur des observations stratigraphiques, et ça permet ces bermes, ces banquettes de terre qui sont laissées partout, en carré de 5 sur 5, donc qui n'ont aucune réalité archéologique, qui sont des artefacts de la méthode de fouille. Elles vont permettre d'observer les couches successives, et ensuite on les abattra pour pouvoir observer les vestiges dans leur intégralité. Les méthodes de fouille que j'évoquais juste avant sont plutôt pour les sites de grande taille, mais pour la préhistoire, elles vont devenir également de plus en plus fines. Dans les années 20 et 30, avec l'archéologie soviétique qui veut retrouver justement la société, et qui donc, au lieu de s'occuper seulement de faire des coupes stratigraphiques et de s'occuper du temps, fait des fouilles à plat. Et ici, vous avez au milieu le grand archéologue français André Leroi-Gourhan, qui a disparu il y a une vingtaine d'années, et qui a vraiment fondé en France la méthode de fouille, et les méthodes de fouille extrêmement rigoureuses, où on enregistre au centimètre près et on reconstitue toute une
toute une vie. Là, vous avez par exemple le cas d'une fouille assez récente à Rueil-Malmaison, faite par l'INRAP, d'un site qui remonte à 12 000 ans à peu près. Et si vous regardez, au centre, vous avez les restes d'un foyer, donc plus noirâtre, et puis faisant cercle tout autour, une série de grosses pierres qui servaient à caler une tente. Et puis des éclats de silex qui résultent du travail du silex, et puis des restes d'ossements d'animaux qui ont été consommés. Et donc par ces observations extrêmement minutieuses, on va pouvoir reconstituer toute la vie préhistorique quasiment de manière événementielle. Le problème, c'est que là, la vie d'hommes préhistoriques il y a 10 à 15 000 ans, c'est l'incompréhension de quelques dizaines de mètres carrés. Mais quand on va vouloir comprendre des agriculteurs, des villages d'agriculteurs, c'est plusieurs milliers ou dizaines de milliers de mètres carrés. Et quand on va vouloir comprendre une ville grecque, romaine ou orientale, ça se comptera en centaines de milliers de mètres carrés. Donc on ne va pas avoir, on n'aura pas les moyens d'avoir la même finesse d'étude pour tous les exemples de sites, mais il faut que l'archéologie soit capable de mettre en place les méthodes adéquates, de savoir faire des choix, par exemple, fouiller plus finement certaines parties et moins finement d'autres parties, puisque ça va être un compromis entre les moyens disponibles et les résultats qu'on veut obtenir. Je vais évoquer donc, j'en parlais à l'entrée, les différentes sciences dites dures, les sciences humaines étant des sciences douces, qui concourent à reconstituer justement ces données, et vous verrez tout ça beaucoup plus en détail dans la série de conférences qui est à venir. Par exemple avec la zoologie, ici c'est un tombe tout à fait spectaculaire où on a trouvé sous les remparts de Gergovie 8 chevaux, vous avez en haut du cliché, et 8 individus mâles jeunes, dont on peut présumer qu'ils étaient des cavaliers associés aux chevaux. Et l'étude des ossements va nous renseigner concernant les chevaux sur leur âge, leur taille, on va voir s'il y a des blessures ou pas, etc. Et pour les êtres humains, de la même façon, l'âge, le sexe, on peut savoir maintenant ce qu'a consommé un individu donné par une analyse chimique des os. En comparant le strontium des dents et des ossements, on peut savoir s'il est là où on l'a trouvé, si c'est là où il est né, ou si au contraire, s'il y a une hétérogénéité entre le strontium des dents et celui des os, ça veut dire qu'il vient d'ailleurs. Donc on peut mettre en évidence des mouvements migratoires par ces méthodes. Donc tout ce qui va concourir à la zoologie et à l'anthropologie physique, qui est une sous-catégorie de la zoologie, vont permettre de retracer ces longues histoires. Vous connaissez tous les méthodes de datation. Je ne reviens pas sur le carbone 14, qui est une des plus connues. Ici, juste pour évoquer la dendrochronologie, on retrouve des morceaux de bois et on compte les cernes des arbres. Et on peut comme ça reconstituer toute une série de courbes qui permettent de dater au moins jusqu'à moins 5000 actuellement, qui peuvent dater à une année près un tronc d'arbre bien conservé, un poteau, une poutre, etc., et savoir à quelle année il a été abattu. Et en même temps, connexe avec cette étude des bois, vous avez l'étude des végétaux en général. Ici, c'est pas des virus, c'est des pollens au microscope à balayage, donc des pollens de plantes qui vont, une fois recueillis sur une fouille et analysés au microscope, renseigner sur l'environnement, les plantes cultivées, les plantes consommées, etc. Voilà l'autre image plus fine d'un pollen.
Avec l'étude des matériaux, cette fois, on va reconstituer des sources de provenance et des modes de circulation. Ici, on est vers 4500-4000 avant notre ère, et on a trouvé dans toute l'Europe occidentale une série de haches en roche verte, en jadéite ou jadéitite, que vous avez en haut à droite. Et on a longtemps cherché la provenance de ces haches qui peuvent atteindre 40 cm de longueur, qu'on trouve par exemple dans les dolmens de la région de Carnac. Pierre Pétroquin, l'archéologue qui s'est intéressé le plus à ce problème, a fini par localiser la source autour du mont Viso, donc à la frontière franco-italienne. Et on a pu comme ça reconstituer tous ces réseaux d'échanges à longue distance qui partent du mont Viso en haut à droite et qui vont circuler avec certaines régions où on n'en a pas trouvé et d'autres qui sont des régions de concentration comme la Bretagne en particulier, notamment le sud des côtes bretonnes, la région de Carnac et Locmariaquer, hein, mais qui vont passer également dans les îles britanniques et qu'on va retrouver jusqu'au Danemark. Donc on peut reconstituer comme ça ces réseaux de circulation et les faire apparaître dans la mesure où on les trouve que dans les tombes les plus riches, comme justement des réseaux d'échanges entre les élites à travers toute l'Europe, où au moment même on voit apparaître, j'y reviendrai, les premières différenciations sociales sur l'ensemble de l'Europe. On peut faire la même chose avec la poterie, on peut identifier l'origine d'une argile, et c'est comme ça que pour l'époque romaine, on peut reconstituer toute la circulation des amphores ou des lampes à huile depuis le lieu de production jusqu'à l'endroit où on les retrouve. Je vais évoquer maintenant un certain nombre de trouvailles un peu spectaculaires pour vous montrer comment à chaque fois, au-delà du spectaculaire, on va effectivement, par différentes méthodes scientifiques, aller beaucoup plus loin. Là, c'est sur l'île de Santorin, ou Terra, qui est construit sur un volcan, et lequel volcan a explosé vers 1500 avant notre ère, en créant d'ailleurs certainement un gigantesque tsunami sur toutes les bords de la Méditerranée. Et cette ville, donc, est une ville de l'âge du bronze, qui s'appelle Akrotiri, sur ce qui reste de l'île de Santorin, dans les Cyclades, a permis donc de retrouver toute la vie quotidienne comme à Pompéi, mais également l'existence même de ce volcan qui a laissé des traces dans les couches archéologiques, tremblements de terre, couches de cendres, destruction, etc., va servir à caler l'ensemble de l'âge du bronze du monde est-méditerranéen à cette époque. En même temps que le degré exceptionnel de préservation qu'on peut avoir dans une catastrophe de ce genre va permettre de retrouver des objets dans un état de conservation exceptionnel. Voilà une autre trouvaille spectaculaire, hein, c'est le célèbre homme des glaces, Ötzi, retrouvé à la frontière franco-italienne au début des années 90, qui a fait l'objet d'innombrables études, puisqu'il était effectivement dans un état de conservation extrêmement remarquable. Donc là, c'est le résultat qu'ont pu donner l'ensemble des études sur son costume, sur son état de santé, etc., sur le fait qu'il a été blessé. On a retrouvé une pointe de flèche assez récemment, d'ailleurs, on l'avait pas identifié tout de suite, sous l'une de ses omoplates. On a retrouvé 5 ADN différents sur le couteau qu'il portait, et on a donc, c'est effectivement à la fois de la micro-histoire, hein, parce que on est effectivement, ça n'a pas eu de conséquences, la mort de Ötzi n'a pas eu de conséquences pour l'histoire du monde, mais en revanche, à part le côté très fascinant de retrouver un homme réel et pas seulement des ossements,
ça a renseigné sur toutes sortes de techniques qui normalement disparaissent sans laisser de traces, puisqu'il avait une sorte de sac à dos avec des plantes médicinales, qu'on a un arc et des flèches, des objets en bois, des éléments de costume, chaussures, etc., qui donnent des renseignements qu'on n'aurait jamais dans d'autres types de sites. Si on passe du très froid au très chaud, voilà par exemple des exemples de momies dans le sud de l'Égypte et au Soudan, qui datent des tout premiers siècles de notre ère, sous la domination romaine, mais où donc les morts étaient déposés une fois éviscérés dans des grottes naturelles, et qui nous permettent de reconstituer là encore tout leur état de santé en particulier, ce qu'on n'aurait pas sinon par ailleurs. Ou encore là, un des célèbres hommes des tourbières, qui a mal fini parce que vous voyez qu'il a une corde autour du cou, il a été étranglé, mais dans un milieu très humide, il s'est conservé de manière exceptionnelle, et on a pu ainsi déterminer son état de santé, même retrouver ce qu'il avait mangé, qui était une sorte de brouet assez infâme, et on a donc considéré que c'était cultuel, et le retrouver dans son estomac, et non pas le manger directement, mais le reconstituer. Et encore à des dates beaucoup plus récentes, reste de la guerre de 14, au moment de la bataille d'Arras, toute une série de soldats anglais, dont un entièrement détruit, mais qui a été reconstitué. Là, vous voyez vers le quart le plus à droite, et la plupart de ces soldats, si vous le voyez, même si la photo est pas très bonne, se tiennent par le bras, et ça a permis donc de retrouver des rituels funéraires. Tous ces soldats anglais appartenaient au même village, qu'on n'aurait pas par d'autres méthodes. C'est-à-dire par les textes, les souvenirs, les photos, c'est des choses qui sont par ailleurs très émouvantes, mais sur lesquelles on n'aurait pas de traces directes. D'autant plus émouvantes qu'un seul soldat portait une plaque, et on a pu donc retrouver son fils âgé de plus de 90 ans, qui n'avait jamais connu son père, qui était mort quand il était bébé, et qui a pu donc ainsi inhumer son père 90 ans plus tard. Et l'archéologie, évidemment, joue un rôle fondamental dans l'étude des crimes de guerre et des charniers au Rwanda, par exemple, en Argentine ou en Bosnie. C'est un travail archéologique qui permet d'avancer dans les enquêtes sur ces crimes de guerre. C'est dans les conditions uniquement très humides ou très sèches qu'on peut retrouver du bois conservé. Ici, une barque à Lyon, enfin une péniche plutôt, puisque vous voyez un archéologue tout en haut de la photo qui donne l'échelle. 7 ou 8 ont été retrouvés en bord de Saône au moment du creusement d'un parking souterrain. Et si on connaît relativement les navires de haute mer, on connaissait pratiquement pas la batellerie romaine. Et ces bateaux ont permis d'étudier de manière très fine les techniques aussi bien de construction de bateaux que même de calfatage, les modes d'assemblage, etc., etc. Je cite juste pour mémoire parmi les dernières grandes découvertes de l'art préhistorique, la grotte Chauvet, qui a fait remonter dans le temps, si les dates que nous avons sont bien exactes, de 10 000 ans dans le temps, le premier art connu de l'humanité, et qui a été abordé en même temps avec un soin beaucoup plus grand, puisque seul un très petit nombre d'archéologues peuvent y entrer, alors que le fait que Lascaux a été ouvert au grand public pendant des années, eh bien on continue à le payer, puisque les peintures de Lascaux, vous avez dû le voir dans la presse, ne sont toujours pas stabilisées, alors même que la grotte est fermée depuis une trentaine d'années. Donc ces découvertes, j'ai évidemment pas le temps de les commenter, mais sont extrêmement précieuses pour reconstituer l'idéologie de l'époque.
Parmi Stonehenge n'est pas une grande découverte, puisque c'était connu de tout temps et ça a été fouillé dès le XVIIIe siècle. Mais autour des mégalithes, des dolmens, des menhirs, a pu se développer toute une étude des phénomènes astronomiques tels qu'ils étaient sentis il y a là pour Stonehenge 3000 à 3500 ans, non je veux dire 3500 ans à 4500 ans, toute une étude puisque Stonehenge est orienté en fonction des solstices d'été sur les connaissances astronomiques de la période. Et là par contre une découverte toute récente à Nebra dans le nord de l'Allemagne, de manière assez rocambolesque d'ailleurs, puisque ça avait été trouvé par deux chercheurs de trésors qui ont essayé de le monnayer et qui ont été pris par des policiers après des filatures complexes. Donc ce disque en bronze mesure une trentaine de centimètres de diamètre, pèse 2 kilos, et il y a des appliques en or qui représentent, d'après les études, la pleine lune, un croissant de lune, et ce petit groupe d'étoiles en haut à droite correspond aux Pléiades, et ces morceaux d'or sur les côtés ont pu être interprétés de manière assez convaincante comme des visées particulières à certains moments de l'année, de lever ou de coucher de certains astres. Donc on a pu ces dernières années obtenir de très nombreuses informations supplémentaires sur les connaissances que pouvaient avoir à cette époque, c'est-à-dire il y a plus de 3000 ans, les hommes de la préhistoire et protohistoire. Alors, j'en viens à ce problème de la preuve. Je vous disais que ce qui différencie le discours scientifique d'autre chose, c'est ni son efficacité, ni qu'il parlerait de vérité, ni qu'il emploierait des techniques modernes, c'est qu'il est capable de prouver. Donc c'est ce qu'on appelle souvent l'archéologie expérimentale, parce qu'on pourrait dire et finalement les archéologues ne peuvent rien prouver puisque les sujets qu'ils étudient sont morts il y a longtemps. Mais on sait bien que les psychologues, les psychanalystes et les sociologues, c'est pas forcément ce que les gens disent qui est important, c'est souvent même ce qu'ils ne disent pas, et que donc c'est pas forcément suffisant. Et de même, les historiens, eux, n'ont plus de témoins vivants, ils sont obligés de se contenter de ce qui a été écrit, et souvent uniquement par et pour les élites. Donc les archéologues, à partir assez tôt d'ailleurs dans le XXe siècle, pour l'étude des outils en pierre, ça a été systématisé par l'archéologue russe Semionov dans les années 50-60. Ils se sont mis par exemple, pour savoir à quoi servaient les outils, à refabriquer des outils anciens et puis à leur faire différents types de travaux suivant les outils, couper du bois, couper de la viande, racler des pots, et à comparer les traces obtenues sur les outils modernes et sur les outils anciens. Et c'est ce qu'on appelle la tracéologie, mais ça a permis effectivement petit à petit de savoir à quoi servaient ces outils anciens, et de même pour refabriquer des outils anciens taillés du silex. L'archéologie expérimentale s'est énormément développée, mais ça s'est étendu aussi à la fabrication de la poterie de toutes époques, à la métallurgie, voire à l'architecture. Et donc, on est effectivement dans le domaine de la preuve, dans ce cas-là, sous la forme la plus matérielle, mais on peut imaginer toutes sortes d'autres mécanismes de preuve. Si, par exemple, le roi Gourand a fait des hypothèses sur les grottes magdaléniennes en montrant qu'il y avait un schéma d'ensemble, une opposition entre les chevaux et les bisons recoupés par des signes masculins et féminins, eh bien,
si l'on trouve une nouvelle grotte dans le Périgord et si elle se conforme au schéma, on est bien dans le cas de la prédiction, puisque ce qui fait la preuve, c'est soit le fait qu'on puisse répliquer, reproduire quelque chose, je mélange de l'hydrogène et de l'oxygène et j'obtiens de l'eau, sous certaines conditions, ou qu'on puisse prédire un résultat. Je prédis que si je mélangerais de l'oxygène et de l'hydrogène, j'obtiendrai de l'eau. Donc à partir du moment où on peut avoir ces deux cas, prédiction et reproduction, on est effectivement dans le discours scientifique, même s'il s'agit d'objets qu'on dit sous 15 000 ans. Pour prendre des périodes plus récentes, voilà la reconstitution d'un pressoir romain, suivant toute une série de témoignages et archéologiques et des textes. C'est une ferme réelle qui fabrique du vin romain réel et qui se trouve à côté de Beaucaire et pour lesquels les archéologues ont étroitement collaboré, qui permet de fabriquer une sorte d'archéologie du goût, des choses parfaitement impalpables. Ici, par exemple, une rencontre extrêmement intéressante entre les mythes, la tradition orale et les textes. Il y a dans les îles Marquises tout un récit d'un grand héros qui s'appelait Roy Mata et qui aurait été enterré en sacrifiant toute une cinquantaine de personnes, soit des esclaves tués, soit sa suite volontairement se donnant volontairement la mort. Et les fouilles de José Garanger dans les années 60 ont retrouvé sur le terrain l'ensemble du mythe tel qu'il était décrit, ont pu permettre de dire que ce mythe qui s'est transmis oralement jusqu'à nos jours reposait sur des faits qui, eux, dataient du XIIe siècle. Donc c'était transmis depuis le XIIe siècle. Et ça nous amène au recoupement entre l'ethnologie et l'archéologie, et qu'on donnait naissance à une nouvelle discipline, l'ethno-archéologie. Ici, les Papous de Papouasie sont les derniers humains au monde à fabriquer encore des roches polies. Ils détachent des quartiers de roches, ils dégrossissent la hache comme sur ce cliché, et après ils vont la polir. Et donc Pierre Pétroquin, qui les a étudiés de près, a pu non seulement reconstituer toute la chaîne opératoire, mais voir ce qu'il en était de la circulation de ces objets, de leurs fonctions, etc. Alors l'ethno-archéologie n'est pas une preuve en tant que telle, c'est pas parce qu'il taille les roches comme ça et qu'il les polisse comme ça et que ça circule comme ça que c'était forcément fait comme ça il y a 6000 ans, mais ça donne des idées et aussi des contre-exemples. Et si on veut savoir par exemple si un groupe linguistique papou qui s'identifie lui-même comme tel, est-ce qu'il a bien une culture matérielle homogène, c'est-à-dire les mêmes formes de récipients, de textiles et de maisons, et que si on sort de ce groupe ça change, ou est-ce que, ce qui est l'hypothèse archéologique générale, ou bien est-ce que ce n'est pas le cas? On a là une manière de proposer, soit de valider une hypothèse, mais dans un cas particulier, ou de proposer également des contre-exemples. Alors je vais poser pour terminer quelques problèmes généraux pour lesquels c'est essentiellement l'archéologie qui peut répondre et qui sont des problèmes généraux qui concernent l'ensemble de l'histoire humaine et dans certains cas même l'histoire actuelle. Un des premiers problèmes, c'est l'origine de l'agriculture. L'agriculture apparaît de manière complètement indépendante dans 5 ou 6 régions du monde, le Proche-Orient, la Chine, le Mexique, les Andes, la Nouvelle-Guinée, peut-être l'Afrique centrale. Donc de manière autonome, pas forcément directement à la même époque, et avec des espèces animales et végétales différentes. Donc il ne s'agit pas réellement d'un phénomène de diffusion. Mais le problème est de savoir pourquoi apparaît l'agriculture, puisque il y a des tas d'autres régions du monde où il y aurait eu des espèces domesticables. Donc elle n'est apparue que dans certains cas, plutôt en marge d'ailleurs des zones les plus riches, et c'est une question qui n'est pas entièrement résolue, parce qu'on est à la croisée à la fois des conditions de possibilité
du point de vue de l'environnement, mais il ne faut pas que ce soit un environnement trop abondant, parce que comme l'agriculture et l'élevage sont plus fatigants, c'est pas forcément un bénéfice immédiat. Donc il faut qu'il y ait quelque part ce bénéfice immédiat, sinon il vaut mieux continuer à chasser, à cueillir et à pêcher. Et effectivement, on a le cas, notamment par exemple au Japon, où des chasseurs-cueilleurs de la culture Jomon, pendant plus de 10 000 ans, vont même avoir des villages sédentaires, même un début de différenciation sociale, mais resteront toujours des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. Donc il y a aussi probablement quelque chose qui est de l'ordre du culturel et de l'idéologique dans la mise en place de ce néolithique. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où le néolithique apparaît, vers 9000-9500, là c'est le croissant jaune le plus à droite sur l'image, eh bien il donne un avantage démographique décisif aux populations, et ces populations vont peu à peu se répandre dans l'ensemble du Proche-Orient et aussi de l'Europe. Donc là vous avez en couleur les différentes phases par lesquelles on passe jusqu'à ce que le néolithique atteigne l'océan Atlantique à la fin du 6e millénaire, au début du 5e millénaire. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est que le néolithique du Proche-Orient va déboucher très vite en Égypte et en Mésopotamie sur les premières villes du monde. Alors qu'en Europe, ça ne sera pas du tout le cas. Les premières civilisations urbaines vont apparaître de manière très éphémère en Crète et avec le monde mycénien vers 1500 avant notre ère, mais quelques siècles seulement. Et après, avec la Grèce, Rome et une partie de l'Espagne, aux alentours de 600, 500 avant notre ère. Le reste du temps, on n'a pas ce phénomène, ou plutôt, j'y reviendrai, on a des phénomènes de montée et de descente. Donc c'est un débat qui est tout à fait passionnant. Une des hypothèses qu'on peut faire, c'est que effectivement, une fois que le néolithique apparaît et que la poussée démographique se monte de manière continue, en Égypte et en Mésopotamie, on se trouve dans des espaces qui sont complètement fermés. Donc on ne peut pas aller plus loin. Donc la population n'arrête pas de monter et elle va donc se hiérarchiser. Et un des problèmes du maintien d'une hiérarchie sociale forte, c'est de faire que les gens restent là où ils sont. Si tout le monde s'en va, les dirigeants se retrouvent sans diriger. Donc c'est le cas de l'Égypte, qui est une simple oasis, et c'est le cas aussi de la Mésopotamie, qui est pris entre la mer et des déserts. Et un contre-exemple intéressant, c'est beaucoup plus à l'est la civilisation de la vallée de l'Indus, qui en même temps monte, mais dans un espace beaucoup plus large, et qui va redescendre. Elle apparaît vers 2700, elle disparaît vers 1700, non pas sous le coup de féroces barbares, mais simplement parce qu'elle retombe sur place, et elle fait place à des économies villageoises tout à fait normales pour encore un certain nombre de siècles. Au Proche-Orient, avec l'agriculture, va se mettre en place toute une série d'idéologies nouvelles. On récupère le crâne des défunts et on refabrique leur visage, donc un rapport différent à la figure humaine, à la mort, aux ancêtres. Majoritairement, on va avoir aussi bien au Proche-Orient qu'en Europe des représentations féminines et aussi des représentations d'animaux sauvages. Et on voit apparaître la poterie vers 7000 au Proche-Orient et vers 6500 en Europe, qui représente évidemment, par les commodités qu'elle apporte, une révolution technique fondamentale. Et l'architecture, en France par exemple, ce sont ces longues maisons dont il ne reste plus que les poteaux en bois, ici maisons qui font une trentaine de mètres de long, avec la trace des poteaux qui ont été fouillés par les archéologues. Elles sont longées par des fosses d'où a été extraite la terre et qui servent ensuite de poubelles qui nous renseignent sur toute la vie des habitants. Donc ce problème de l'origine de l'agriculture est un des problèmes les plus passionnants et il ne peut être traité que par l'archéologie, même si on va la confronter à d'autres données comme l'anthropologie sociale, etc., la sociologie.
ici, un autre phénomène, en Europe, vers 4500, les premières tombes qui témoignent d'un phénomène d'inégalité avec les premiers objets en or de l'humanité connus dans l'histoire humaine. Il y a pratiquement 1 kilo d'or dans cette tombe à Varna, en Bulgarie, sur les bords de la mer Noire. Les premiers objets en cuivre que vous avez ici. Et donc l'apparition du pouvoir, de la hiérarchie sociale et de l'inégalité. Et ceci apparaît d'abord dans 2 extrémités de l'Europe, complètement à l'est dans les Balkans, qui est la région la plus anciennement colonisée, donc qui est la plus densément peuplée, et sur les bords de la mer Noire, là, justement là où il y a plus forte pression, et à l'autre extrémité de l'Europe, avec les dolmens et les menhirs, qui, comme vous le savez, ne datent pas des Gaulois, mais datent des environs de 4500-4000 avant notre ère, avec ici, en haut, le grand tumulus de Barnenez, la table des marchands à Locmariaquer et un certain nombre de plans de monuments. Donc ces monuments mégalithiques servent à très peu de personnes à l'origine, donc uniquement à des dirigeants. Ils ont demandé une énergie considérable pour être élevés, et sans bénéfice direct pour ceux qui les ont construits, de même que la richesse présente dans les tombes de Varna est faite d'or, donc inutile, de cuivre, pas très utile non plus parce qu'il est trop mou tant qu'il ne sera pas allié à de l'étain. Et on trouve aussi des très grandes lames de silex qui font jusqu'à 45 mètres de long, les plus grandes lames de silex jamais taillées par l'homme, mais qui ne servent à rien dans la mesure où elles sont trop fragiles. Donc ce problème de l'émergence du pouvoir, c'est le fait que des êtres humains vont être capables de manipuler leurs semblables, peut-être en croyant eux-mêmes d'ailleurs à ce qu'ils disaient, mais et certainement, pour les convaincre, pour une vie meilleure dans l'au-delà, par amour pour leur souverain, pour les convaincre, avec beaucoup de peine et d'énergie, de fabriquer des choses parfaitement inutiles. Inutile, bien sûr, au sens du profit matériel direct, puisque ils en tiraient évidemment un profit. La certitude d'avoir une vie meilleure dans l'au-delà n'a évidemment pas de prix. Et si on schématise donc l'histoire de l'Europe et le fait que ce continent européen est propice pour y vivre du point de vue de l'agriculture et de l'élevage, et qu'il est très grand, c'est-à-dire que si on a affaire à une montée de pouvoir trop importante, on peut toujours aller un peu plus loin. Et c'est donc ce qui va se passer. J'ai représenté de manière schématique en verticale les degrés de complexité sociale et en horizontal le temps. Donc là 4000, ici l'an 0, mais là plus 1000. Eh bien après tous ces grands dolmens dans lesquels on trouve ces grandes haches vertes venues des Alpes font place à des monuments beaucoup plus simples où on trouve au contraire des centaines de morts mais sans objet de prestige. Puis on a de nouveau, un peu plus tard, une période avec des tombes princières extrêmement importantes, et puis ça retombe ensuite, et le rituel du tumulus qui caractérise ces tombes est adopté par un beaucoup plus grand nombre de personnes. À la fin du premier âge du fer, vers 500 avant notre ère, on a des tombes de nouveau somptueuses, comme le fameux vase de Vix à côté de Châtillon-sur-Seine, ou la tombe de Hordorf en Allemagne, et puis ça retombe de nouveau, etc. Et puis à la fin de la période gauloise, eh bien, il y a une montée progressive de nouveau, c'est la date du trésor qu'on a vu tout à l'heure, et l'Empire romain en fait ne fera qu'accélérer cette tendance. Mais l'Empire romain lui-même s'effondre, comme on le sait, le niveau de hiérarchie redescend, et ainsi de suite. Donc ce problème de l'émergence du pouvoir pose donc plusieurs questions. Là, pour illustrer ces montées et ces descentes, le monde mycénien, justement, vers 1500, qui est une période d'apparition de quasi-État, et puis qui y redescend, et le trésor que je vous montrais tout à l'heure. Donc
ce problème de l'émergence du pouvoir pose au moins deux questions, c'est-à-dire à la fois comment il peut se mettre en place et comment un petit groupe arrive à mobiliser idéologiquement l'ensemble du groupe, et deuxièmement comment il se maintient effectivement, comment on peut arriver à ne pas avoir forcément ces mouvements de redescente du pouvoir. Et effectivement, ce qui fait l'intérêt du trésor de la NISCAT, c'est pas qu'il y ait 521 pièces en or, c'est qu'ils ont été retrouvés dans une fouille préventive à l'intérieur d'une grande ferme gauloise entourée d'un grand enclos avec une grande maison à l'intérieur, et qui nous renseigne donc sur la richesse que pouvaient mobiliser ces aristocrates terriens gaulois vers le 1er siècle avant notre ère, avec les sépultures à l'extérieur et avec des villages, un village plus simple à l'extérieur également, et ce système de fortification, de fossés et de palissades. Et le trésor en lui-même n'est intéressant qu'en tant qu'il nous permet d'évaluer justement le degré de richesse de ces populations. Je me rapproche de la toute fin. Difficile de ne pas évoquer l'armée d'argile de l'empereur de Chine. Souvent, on ne se rend pas compte des proportions, mais là, vous voyez façon Holdegard et les personnages sur la droite vous donnent l'échelle. Et ce n'est qu'une partie de ces tombes qui ne sont pas encore complètement fouillées, puisque là, vous avez une fouille en cours dans une autre partie où il y a encore les rondins de bois qui servent de toiture et qui recouvrent les chambres funéraires où se trouvent les soldats. La tombe de l'empereur, donc le premier et le dernier de la dynastie des Qin, vers 220 avant notre ère, est sous ce gigantesque tumulus qui devait mesurer 100 mètres de haut et qui n'a pas laissé, donc il n'a jamais été fouillé. Les archéologues chinois n'envisagent absolument pas de le fouiller dans les prochaines années, tant il poserait de problèmes d'études et de conservation. Mais là encore, on a le premier empereur du premier empire chinois, mais qui après va s'effondrer très peu de temps ensuite. Justement, peut-être parce qu'il est difficile de maintenir un pouvoir très grand dans un espace où on peut finalement s'étendre et pas rester concentré. Je terminerai juste en évoquant les déficits de muséographie en France, dont je vous parlais la dernière fois, et en évoquant avec toute la portée que peuvent nous apporter les recherches en 3D, à la fois les problèmes d'expérimentation, c'est-à-dire que si on peut expérimenter facilement sur des haches en architecture, c'est difficile. En revanche, en reconstituant à partir de morceaux de temple, ici la basilique émilienne sur le forum de Rome, eh bien on va pouvoir faire des hypothèses, des calculs, voir si ça tient debout, etc., de manière extrêmement libre, d'une part, et deuxièmement, présenter au public des choses aussi bien dans les musées que dans les films, à la télévision, etc., des choses qui sont beaucoup plus vivantes que pourraient l'être des vitrines avec quelques cailloux et morceaux de poterie alignés. J'avais évoqué les dérives de l'archéologie nationaliste. Je voudrais juste une image sur les dérives de l'archéologie de science-fiction. Les statues de l'île de Pâques construites par les extraterrestres, les pistes de Nazca servant de pistes d'atterrissage au même, on aurait tort de juste s'en moquer dans la mesure où une revue archéologique en France scientifique tire à 500 exemplaires et que Erich van Däniken, qui était le plus grand vulgarisateur de l'archéologie des extraterrestres, a vendu 32 millions d'ouvrages de par le monde. Donc, si vous voulez, si on parle de demande sociale, il faut prendre en
en considération ceci, sachant il suffit pas de montrer que quelque chose est faux pour convaincre. Ça, je me suis beaucoup intéressé du problème de Glosel, par exemple, qui est un faux archéologique célèbre sur lequel le journal Le Monde a consacré une page pendant les vacances de Noël, ce qui était très intéressant, mais il n'a jamais consacré une page entière sur des fouilles normales, si j'ose dire. Il avait consacré également une page entière quand on avait retrouvé un reliquaire où était gravé je suis Jacques, frère de Jésus, fils de Joseph. Il a consacré 10 lignes quand le faussaire a été démasqué. Donc autour de l'archéologie et des rapports entre science et archéologie se nouent aussi toutes sortes de choses. Le Saint-Suaire de Turin est daté par le carbone 14 de 1350 et on a des sources écrites qui parlent d'un faux déjà à cette époque. Le fait qu'il soit un faux ne veut pas dire que Dieu n'existe pas et que la crucifixion n'a pas eu lieu. Il veut simplement dire, comme je disais au début, qu'on est dans deux logiques différentes. Mais du moins, il faut que les archéologues soient capables de donner l'ensemble de l'argumentation concernant quelque chose. De même que... Mais sachant qu'effectivement, le but n'est pas de convaincre à tout prix, puisque c'est bien de pouvoir rêver. Des physiciens ont démontré que le Père Noël ne pouvait pas exister, puisque si on calcule la vitesse nécessaire pour qu'il passe dans toutes les cheminées, il lui faut 1000 mètres, parcourir 1000 mètres à la seconde, même en tenant compte du décalage horaire. Et vu le poids des cadeaux, le poids serait tel qu'au décollage, il exposerait immédiatement au décollage. Donc ce calcul, cette démonstration peut être faite, et heureusement le Père Noël existe quand même. Donc se rappeler qu'effectivement on est dans nos logiques et que l'archéologie continue à faire rêver, puisque on voit Lara Croft dans son deuxième film détruire une partie de l'armée justement de l'empereur de Chine quand elle se bat avec quelqu'un de très méchant avec des engins laser qui n'ont pas épargné la terre cuite de ces statues. Voilà, donc j'en ai fini et je vous remercie.